Récemment, je suis allé au Puy du Fou, comme le prouve cette photo de moi. C'est vraiment très sympa, mais il y a un petit détail qui m'a un tout petit peu titillé. Mais c'est putain de faux tout ce que vous dites! À tous les fans de Filou, de la Vendée ou les Puy-Follets qui regardent la vidéo, restez jusqu'à la fin avant de venir me traiter de bobo révolutionnaire de gauche. Je préviens, je vais un peu spoiler certaines attractions, donc si vous voulez les découvrir par vous-même, regardez pas la vidéo. Un des plus gros spectacles, c'est celui des Vikings. En gros, on y voit une attaque d'un petit village franc de Vendée par des Normands. Là, on a plein de petites erreurs. Les Vikings ne portaient pas de casque à cornes, ils ont été inventés au 19e siècle par les Suédois. C'est juste pour Astérix et les touristes. Un moment, un rapace se balade au-dessus dans le ciel, et c'est un pigargue à tête blanche. Emblème des USA, il n'a rien à foutre dans l'Europe du Moyen-Âge. On voit aussi un jeune noble marié tirer des flèches depuis son cheval. Et c'est totalement faux. Jamais un noble franc ne se servirait d'un arc, une arme jugée déshonorante. En plus, depuis son cheval, c'est pas un putain de cavalier mongol. Les francs se battaient au corps à corps, les arcs étaient seulement pour les paysans ou les mercenaires. Je sais que c'est surtout pour que le cascadeur montre son talent, mais ça n'empêche que c'est historiquement faux. À la fin, les Vikings sont éblouis par la puissance d'une relique chrétienne et se convertissent. Déjà, lol, on est vraiment dans l'Ouest catholique, c'est une référence directe à Rollon, un viking qui s'est converti au christianisme. Mais en vrai, il a pas fait ça par foi, hein. Il a fait ça pour devenir seigneur franc. Pour l'instant, rien de grave, juste des petites fautes explicables. Ici, on est dans un très joli amphithéâtre romain où vont se dérouler plusieurs épreuves, et encore une fois, pas mal de trucs faux. Déjà, des artistes en costume chauffent les spectateurs avec une rivalité digne d'un match de foot entre Romains et Gaulois, qui est très sympa, hein. Mais complètement faux. On est sous le règne de Dioclétien, ça fait 300 ans que la Gaule est conquise. Les Gaulois, c'est fini, game over. Leur religion, leurs coutumes, leur volonté de révolte et tous les trucs d'Astérix, c'est fini depuis un bail. Les Gaulois sont tous devenus des citoyens romains. Cette idée des Gaulois réfractaires ancêtres des Français est totalement fausse. C'est comme si aujourd'hui les Alsaciens se disaient pas allemands, mais comme s'ils se disaient « Ah oui, moi je suis citoyen du Saint-Empire romain germanique mort en 1806 ». C'est complètement con. Dans le même endroit, on voit à la fin une course de chars, des animaux mangeant des chrétiens et un combat de gladiateurs. Mais c'était ni aux mêmes endroits, ni au même moment. Les chars étaient sur les longues pistes des cirques, les animaux et les gladiateurs étaient dans les amphithéâtres. Je sais bien évidemment qu'ils n'avaient pas construire 36 000 bâtiments, mais ici je relève juste des erreurs, et c'en est une. En parlant aussi, on ne tue pas les gladiateurs, ils étaient chers à former, et en plus ils se connaissaient. C'est comme si aujourd'hui, au catch, les gars s'entretuaient. Ceux qui mouraient étaient des condamnés à mort, parfois des esclaves prisonniers de guerre, ou alors des chrétiens, voire parfois les trois en même temps. Évidemment, à la fin, il y a tout un message pro-chrétien et anti-foi monothéiste, qui est super barbare, c'est génial en 2019, mais c'est pas faux, le christianisme a empêché les massacres des jeux romains, donc là, ça passe. Je passe rapidement sur quelques petites erreurs d'autres spectacles pour arriver sur le plus gros problème pour moi. Comme vous le savez pas, ma période préférée c'est la Révolution et l'Empire, donc dès que j'ai appris qu'il y avait un spectacle sur les guerres de Vendée, j'y ai accouru. Et bordel, c'est de loin le plus faux. C'est peut-être juste que je connaissais mieux cette période, donc j'ai mieux repéré les erreurs. Mais même après recherche, je pense qu'il reste le plus faux. D'ailleurs, j'ai pu rater certaines erreurs ou des explications, donc je m'en excuse d'avance. On y suit presque toute la vie de François Athanase Charette de la Contrie, un officier noble français. Marin, il fait ses premières armes en Amérique, en Grèce et même en mer du Nord. Pour l'instant, rien à dire, tout est juste, on voit même Napoléon le féliciter depuis Sainte-Hélène, ce qui est tout aussi vrai. Par contre, quand débarquent les révolutionnaires, ça tourne mal. Ils sont présentés comme une troupe brutale et ultra violente. Le début de la guerre de Vendée n'est jamais montré. On arrive directement à Robespierre voulant dépopuliser la Vendée, qui ne serait pas assez républicaine. En réalité, les causes de la guerre sont surtout l'impôt jugé trop élevé, la chute de la monarchie assez mal supportée, et la constitution civile du clergé, elle aussi très mal vécue. Mais surtout, ce qui a forcé les Vendéens à se soulever, c'est la mobilisation de plusieurs milliers d'hommes pour la guerre. C'est pour cela qu'après leur première victoire, ils ne sortiront pas de la Vendée. Leur but, c'est de ne pas faire la guerre. Ils n'allaient pas refuser l'armée pour au final faire pareil et aller taper sur les révolutionnaires. Leur volonté première, c'est de rester chez eux. Tout ce spectacle montre les Vendéens en héros de la liberté. Jamais ils ne sont remis en cause alors que les révolutionnaires sont systématiquement montrés en envahisseurs. Je rappelle quand même que la guerre commence le 11 mars 1793 avec le massacre des républicains à Machoul, par les Vendéens. D'ailleurs à ce moment, Louis Charette, il s'en fout royalement de la révolte vendéenne. Hein. Comme montré dans le spectacle, c'est les paysans qui viennent le chercher. Bien sûr dans le spectacle, il ne montre pas qu'il était caché sous son lit en espérant les faire partir, mais bon ça c'est autre chose. Étrangement, on ne voit pas non plus la paix de Lajeunais, un traité signé entre Vendéens et Républicains, traité signé par Charette lui-même après ses défaites, notamment dû à son panache de tête brûlée.
Cette paix dure peu et la guerre reprend, il est finalement vaincu et capturé. Dans une scène nous montrant son procès, il jure de ne jamais avoir reçu d'aide anglaise, et qu'ils sont ses véritables ennemis. Genre t'as pas reçu des armes anglaises lors du débarquement de Quiberon en août 95. Mais si, tu te souviens, c'est quand tu as violé le traité de la Genève pour rejoindre les troupes anglaises et les immigrés qui voulaient faire se soulever tout l'ouest de la France. D'ailleurs, ton roi Louis XVIII et son frère le comte d'Artois, qui t'ont c'est vrai abandonné, hein, ils sont où et avec qui pendant tout ce temps? Gagnés en Angleterre. Charette, comme tous ceux opposés à la Révolution, ont reçu de l'aide anglaise. Bien sûr, on voit aussi les ravages provoqués par les colonnes infernales. Je vais pas faire genre, là j'ai pas grand chose à dire, c'est assez fidèle et sobre. Seul problème, dans le spectacle, c'est la Convention à Paris qui est montrée comme véritable coupable de cette répression. Dans les faits, celle-ci s'oppose plutôt aux actes d'extrême violence commis par les colonnes infernales. À mon sens, le vrai coupable est le général Turreau, qui signe les ordres et n'écoute pas les appels au calme parisiens. Évidemment, Paris réagit beaucoup trop tard en destituant Turreau que le 17 mai. Malgré tout, la faute repose plus sur Turreau que sur les ordres du comité de salut public. Enfin, on voit un texte qui m'a tué de rire. Déjà non, la liberté de croire n'a jamais été supprimée. Oui, la religion a souvent été malmenée par la République, mais jamais interdite. L'Église est soumise à la République plutôt qu'à Rome. La Révolution a même imposé la liberté de culte en autorisant les protestants et les juifs à devenir citoyens, eux qui n'étaient que tolérés sous l'Ancien Régime. Aussi, on nous dit que c'est le Concordat de Napoléon en 1801 qui remet la liberté de culte. Ceux qui me connaissent savent ma folle passion pour Napoléon, mais lui et la liberté ça fait pas du tout bon ménage. Le Concordat est plutôt un compromis entre religieux devenus fonctionnaires de la constitution civile du clergé et ceux qui ont fui pour rester au service de Rome. Napoléon les réunit et les soumet aux deux. Les prêtres doivent juger fidélité au gouvernement, à Napoléon quoi. Ils sont nommés par l'État et l'Église. Napoléon force le pape, parfois par les armes, à signer son Concordat. Ce texte permet à l'empereur totalitaire qu'il est de mettre fin aux guerres religieuses et de mettre au pas l'Église. Donc c'est pas un magnifique retour à la liberté. Pour finir, je vais dire que évidemment que le parc est très bien. La mise en scène, notamment du dernier panache, est magnifique. Les scènes de combat de gladiateurs sont très bien chorégraphiées. Les acteurs font un travail de fou. La vie de Charette reste très émouvante. Ici, je n'ai pas parlé des spectacles en continu, qui sont encore mieux réussis selon moi. On a l'impression de visiter le royaume de Clovis ou de se perdre dans les tranchées de Verdun. Pour une fois qu'on parle d'histoires souvent très méconnues, comme l'expédition La Pérouse. Je comprends aussi que certaines inexactitudes sont dues à des problèmes techniques, comme l'amphithéâtre qui fait aussi cirque. C'est aussi dû aux cascadeurs montrant leur talent à l'arc par exemple. Mais dans un parc se voulant historique et fidèle, ça me fait mal de voir des erreurs aussi grossières ou pire orientées. Le parc est clairement de droite conservatrice catholique. Tous les spectacles montrent des Français défendant leur terre ou leur religion. Le fondateur, Philippe de Villiers, a créé un parti souverainiste très ancré dans la droite dure. Et c'est dommage de vouloir à chaque fois trouver une morale catholique ou nationaliste. On peut pas juste s'émerveiller de la beauté de la mise en scène et pleurer les gens de tout camp qui ont perdu la vie. Surtout quand pour faire ces morales, on révise et ment sur les événements réels. Bien sûr, l'objectivité n'existe pas, mais ça me fait mal que des gens pensent que ce qu'on voit au Puy du Fou, c'est la vérité vraie. Merci d'avoir vu notre vidéo, laisse un bulletin bleu et va dire que tu as voté De Villiers en 95 et 2007 en commentaire. Aux Français. Identité nationale, marseillaise, drapeau tricolore, maîtrise de l'immigration, protection européenne. Député à l'Assemblée nationale, j'ai défendu avec conviction une vraie politique de droite. Malheureusement, je me suis bien vite senti seul. J'ai par exemple essayé de mettre fin aux droits exorbitants accordés aux clandestins, comme l'aide médicale d'État, ce milliard d'euros que nous dépensons chaque année pour les frais de santé des étrangers en situation irrégulière. Ce droit injuste bénéficie à 200 000 clandestins. Malheureusement, et malgré les engagements de la campagne, je n'ai pas été suivi. Je pensais aussi que nous avons le droit de dire que l'islam doit s'adapter à la République et non pas la République à l'islam. Mais lorsque Nicolas Sarkozy a annoncé la création du Conseil français du culte musulman, j'ai compris que la logique communautariste l'avait emporté. Comme beaucoup d'entre vous, je me suis encore senti trahi quand j'ai vu ma famille politique renoncer à abolir les 35 heures, défendre la discrimination positive plutôt que le mérite, le mariage homosexuel plutôt que la famille. Voter Philippe de Villiers, c'est la garantie d'une droite qui ne pliera ni devant la gauche, ni devant la rue. Aujourd'hui, le vrai vote utile pour la droite, c'est le choix de la droite patriotique de gouvernement, c'est le choix de Philippe de Villiers.